Aujourd'hui, on va parler crédit, ça tombe bien, c'est ta spécialité. Didier, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Didier Van de Woer, je suis à la base économiste et je suis un passionné de finance et d'immobilier. Et donc ma spécialité, c'est effectivement les montages en crédit hypothécaire. Je travaille actuellement pour une société qui s'appelle Winning Insurance et qui est un bureau de courtage national qui permet, disons, de répondre à certaines demandes telles que par exemple l'assurance, le crédit, la pension ou la planification financière. Et donc voilà, ça c'est mon domaine, c'est le crédit hypothécaire. Super, bah écoute, ça tombe bien puisque ça va être vraiment notre focus aujourd'hui. 2025, ça s'annonce être une année clé pour l'immobilier avec une certaine forme de stabilisation après quelques années, on va dire, mouvementées à partir de 2023. Des taux qui sont passés de 1% à 4%, c'était quand même assez brutal, suivi par des baisses successives en 2024. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour 2025? Mais avant de parler de 2025, je vais quand même un petit peu résumer ce qui s'est passé en 2021, 2022, 2023, 2024. C'est vrai qu'en 2021 et 2022, on est sorti du Covid. On était dans une période un petit peu particulière puisque on devait faire une relance économique. Quand je dis on, c'est les pouvoirs publics. Et c'est vrai que les taux d'intérêt étaient relativement bas. Je change pour les candidats acquéreurs. Et on a connu des taux vraiment tout à fait exceptionnels qu'on n'a jamais connus puisqu'on était dans les alentours de 1 voire 2% en fonction de certaines périodes. Et puis, l'inflation est arrivée, donc 2023-2024, ces taux ont complètement déjanté pour arriver à des sommets qu'on n'avait plus connus depuis pas mal d'années. L'année 2023-2024 a été une année un peu particulière, puisque c'est vrai qu'on a eu une forme d'évolution un peu dingue, de passer de 5% à 3,5%, et avec une forme allez, de mouvement assez important. Qui a un petit peu déstabilisé les candidats acquéreurs, puisque finalement, on ne savait plus très bien qu'est-ce qu'on pouvait emprunter. Et surtout aussi le fait que les investisseurs se rendent plus très bien compte comment est-ce ils allaient financer par rapport au rendement qu'ils avaient besoin. Donc c'est vrai qu'on a été quand même pas mal dans la tourmente et on s'est rendu compte aussi au niveau des volumes des acquisitions qu'on a quand même vachement diminué en 2023 et 2024. Fort est de constater évidemment que les candidats acquéreurs, les first-time buyers comme on les appelle, donc les gens qui achètent leur propre domicile, sont quand même relativement restés au bon fixe et ont continué à acheter, puisqu'on voit que l'impact du taux évidemment est important, mais le Belge ayant une brique dans le ventre a continué à acheter. Mais c'est vrai que 2023-2024, moins d'investisseurs, volatilité assez importante au niveau des taux du crédit hypothécaire qui faisait que justement on ne savait pas très bien sur quel pied danser. Donc, tu veux Heureusement. dire que finalement, ce volume qui s'est réduit en 2023-2024, c'était essentiellement les investisseurs parce que lié à cette instabilité? On va dire que l'instabilité, donc au niveau du calcul du rendement, a été un problématique et c'est vrai que le prix de l'immobilier restant toujours quand même assez haut, plus le taux du crédit hypothécaire qui est assez important, évidemment les rendements attendus pour faire en sorte d'avoir un bon plan financier et avoir une pérennité dans son investissement était assez problématique. C'est vrai que les candidats acquéreurs, quelque part, qu'on soit à 2,5, 3 ou 3,5, on va dire, ils sont quand même toujours au niveau de l'acquisition, toujours là, même s'il y a une période, on va dire, après ces taux historiquement bas, où les gens se sont posé la question de savoir, tiens, est-ce que finalement, c'est pas temporaire cette augmentation? Et est-ce qu'on n'attendrait pas 6 mois? Ils se sont vite rendus compte que finalement, cette courbe était quand même à la hausse. Mais c'est vrai qu'il y a une diminution au niveau de l'acquisition, pratiquement plus de refinancement, parce qu'à partir du moment où on a un taux haut, il y a beaucoup moins d'activité au niveau du crédit hypothécaire pour le refinancement. Mais c'est vrai que les first-time buyers, donc les gens qui achètent leur habitation, sont quand même restés encore présents, hein, je le dis assez facilement. Maintenant, par rapport aux perspectives 2025, on est dans une période, je dirais, super sympa. Ok, génial. Pour la simple bonne raison qu'on se rend compte maintenant, il y a une forme de stabilisation au niveau de ces taux qui étaient volatiles les mois passés. On se situe dans les meilleurs taux avec des conditions tout à fait dingues, entre 2,5 et 3,5, voire plus quand les dossiers sont un peu plus complexes. Mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir quand même un horizon pour les gens qui achètent un bien immobilier assez positif, puisque finalement la mensualité est moins soumise par rapport à cette pression de taux et crédit hypothécaire. Et les investisseurs qui reviennent, hein, qui reviennent un petit peu sentir le marché de l'immobilier, avec des rendements qui sont quand même bien intéressants également par rapport justement à ce taux qui est un petit peu moins problématique. Donc je dirais les perspectives pour 2025 sont super intéressantes. Donc je peux affirmer effectivement que les 6 prochains mois de l'année, on est dans une période de stabilisation. Donc messieurs, mesdames, n'hésitez pas C'est le vous moment. à rencontrer votre agent immobilier pour acheter un bien. Ok, super. Bon, peut-être avant de rentrer dans les conditions spécifiques pour avoir, tu parlais hein, des crédits un peu particuliers
ou des situations un petit peu particulières qui mèneraient à des taux plus élevés que 3,5, est-ce qu'on peut reprendre les bases du crédit, les fondamentaux d'un crédit hypothécaire, les intérêts, le capital, etc., etc. Bah, les fondamentaux, c'est assez simpliste, même si c'est effectivement assez compliqué. On peut voir d'ailleurs qu'il y a deux critères très importants. Le premier, c'est les capacités de remboursement. D'accord. C'est assez fluide, puisque finalement, quand on analyse un crédit, il faut se dire, tiens, voilà, quels sont les revenus de la personne, hein, qui va permettre d'assumer justement cette pression financière au niveau des crédits, et regarder les volumes des crédits. Donc en fait, on fait un ratio entre la charge et le revenu pour ne pas dépasser un certain ratio. À l'heure actuelle, le ratio est entre 40 et 60%. Ok. D'une manière simpliste. C'est vrai que nos parents ont toujours dit que c'est un tiers maximum de crédit par rapport au volume de revenus. On n'y est plus, hein. On n'y est plus, on est plutôt entre 40 et 60, sachant que maintenant, évidemment, les revenus des différentes personnes sont quand même plus importants que par le passé. Donc, évidemment, ce ratio peut être un peu plus important. On parle de temps en temps d'un minimum vital, c'est ça? Exactement. Donc, le 40-60% est important. On va dire là-dedans, on se rajoute également une notion de sol vital. Ça, c'est plutôt important lorsque, par exemple, on est seul à emprunter. Hein, on gagne 2500 euros et on s'y tient, voilà, on ne va pas dépasser les 50%, mais il faut également regarder le sol vital qui va permettre, disons, de pouvoir faire face aux différentes charges de la vie de tous les jours. Donc, importance, le taux d'endettement, qui est entre 40 et 60%, en fonction des organismes financiers. On va dire les grandes banques connues vont être plutôt de l'ordre de 40-50. Et c'est vrai qu'au niveau du courtage et des différentes solutions, on peut un petit peu le monter, qui permettra effectivement à certaines personnes qui ont besoin d'avoir des montants plus importants ou tout simplement qui ont des revenus plus importants de monter dans la partie des, du taux d'endettement. D'accord. Et tu parlais d'un deuxième critère que les banques allaient regarder? Donc, critère qui est important et qui est totalement indépendant du deuxième critère, hein, parce que un peut être bon et l'autre peut être mauvais, D'accord. et inversement. Donc, il y a toujours ces deux critères qui doivent complètement être acceptés et être dans le vert, hein, comme on dit dans le jargon financier. Le deuxième point, c'est la quotité. C'est simplement le montant que la banque va vous octroyer par rapport à la sûreté qu'elle prenne. Donc, exemple, si vous avez besoin d'un crédit d'un montant de l'acquisition plus les frais de notaire, la sûreté de la banque sera évidemment la valorisation du bien immobilier. Malheureusement, elle ne peut pas dépasser. On ne peut pas être au-dessus des 100%, tout simplement parce que la banque prendra trop de risques par rapport à cette acquisition, par rapport à ce crédit. Et il y a aussi des réglementations, on en discutera tout à l'heure, je pense, par rapport aux différentes questions. Il y a des réglementations au niveau de la Banque nationale belge ou de la Banque centrale européenne qui impliquent quand même une certaine sécurité que les banques doivent prendre par rapport au montant qu'on emprunte. C'est ça, les fameuses 90% qui étaient avant à 100% et puis qui sont passées à 90 il y a quelques années, c'est ça? En fait, il y a il y a 2 ans, on est arrivé avec une volonté assez drastique d'arriver à un fameux 90%, ne pas laisser les emprunteurs augmenter ce pourcentage et devoir avoir un apport en fonds propres. Ça montrait évidemment la qualité de l'emprunteur puisqu'il avait des fonds propres qui lui permettaient de montrer que cette personne-là avait le potentiel pour bien payer son crédit. Mais c'est vrai qu'on voit les choses un petit peu, d'une manière un peu plus souple maintenant, lorsque vous êtes un très bon profil, lorsque vous êtes, entre guillemets, primo-accédant, très important, on peut éventuellement, avec un certain pourcentage par rapport au volume global que nous allons proposer au niveau des acquéreurs, dépasser ces 90% pour arriver au 100%. Attention, ce 100%, c'est vraiment par rapport à la sûreté. Il faut savoir qu'il y a en immobilier, et c'est le seul domaine où on peut l'utiliser, c'est ce fameux effet de levier. Lorsqu'on peut mettre en garantie un autre bien, il n'y a aucun problème que la banque peut prêter plus que la valeur du projet, tout simplement parce qu'elle a d'autres sûretés. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants au niveau financier. Tu veux dire par là que les 90%, les 10% qu'il faut apporter de sûreté, c'est pas nécessairement du cash qu'on apporte. Ça peut être une hypothèque sur un bien qu'on a précédemment acheté ou le bien de papa-maman, etc. Exactement. Ok. Donc, deux manières d'apporter cette sûreté. Soit effectivement, vous l'apportez en fonds propres, ce qui est très apprécié en général au niveau des banques, ou tout simplement mettre un bien en garantie, soit propre, soit éventuellement grâce à un bien immobilier familial qui permettrait d'augmenter la sûreté et de complètement sécuriser le dossier au niveau de la banque. Je crois savoir que pour les investisseurs, c'est un petit peu différent. On parle d'une quotité de 80%, c'est exact ça? Oui, ça, c'est vraiment des normes qui sont assez stables au niveau du marché financier.
80%, ça, c'est vraiment la sûreté minimale que D'accord. l'organisme financier va demander afin de pouvoir prêter, hein, pour un investisseur, tout simplement parce qu'il y a plus de risques. Il y a du chômage locatif qui peut arriver, il peut avoir une problématique. Donc 80% pour le candidat investisseur sera évidemment le montant demandé au niveau de la sécurité, au niveau de la quotité. De nouveau, je le répète, qu'il peut apporter en fonds propres, soit éventuellement grâce à un effet de levier par rapport à un bien immobilier qu'il aurait à disposition, même en deuxième rang, aucun problème de ce côté-là. OK. Et si on en revient au remboursement de ce crédit, ton premier critère pour l'investisseur, comment est-ce que les revenus locatifs sont pris en compte par la banque? Alors, les revenus locatifs, ça dépend un petit peu des institutions financières avec lesquelles on travaille. On va dire les banques classiques, hein, qui ont pignon sur rue, vont toujours pondérer les revenus locatifs à 80%, hein, qui vont évidemment s'additionner aux revenus professionnels pour calculer cette fameuse capacité de remboursement. Mais il y a des organismes financiers qui sont vraiment spécialisés au niveau des clients investisseurs et qui ne le pondèrent pas. Tout simplement, qui prennent 100% D'accord. en compte. Alors c'est vrai qu'il y a une grande mode pour l'instant, c'est le co-living, hein, la colocation, qui n'est pas spécialement encore vraiment dans les mœurs des grandes banques, mais on se rend bien compte qu'il y a des organismes financiers, plutôt au niveau du courtage, qui sont assez ouvertes maintenant à voir comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte également, parce qu'il faut savoir que demain, vous avez une maison unifamiliale, vous faites un co-living avec 4 chambres à 500 euros, vous avez un revenu locatif de 2000 euros. Par contre, si demain vous devez faire une location à une maison, de cette maison à une petite famille, vous serez évidemment à 1200, 1300, 1400 euros. Donc, cette façon de faire est quelque chose qui est assez neuve, qui est totalement accepté par rapport à la législation, puisqu'on peut faire effectivement des bails en colocation. Mais c'est vrai que cette capacité de remboursement, il faudra voir comment on la présente au niveau de l'organisme financier. Donc, banque classique, ce sera plus problématique, mais c'est vrai qu'il y a des organismes financiers plutôt au niveau du courtage qui peuvent l'accepter assez facilement. Et là, c'est la minute pub, hein. Finalement, c'est tout l'intérêt de travailler avec un courtier qui a la possibilité d'aller voir différentes banques pour essayer d'aller chercher les meilleures conditions pour l'emprunteur, hein. Bah, c'est vrai que c'est vrai que je défends mon métier corps et âme, Mhm. évidemment, par rapport au courtage. On se rend compte que le courtage en Belgique, au niveau des prestations et autres, on est vraiment très très souvent consulté. C'est vrai que les gens disent toujours, tiens, je vais travailler avec un courtier, je vais payer plus cher. Alors oui, non, pas spécialement. Il faut savoir que le courtage, maintenant, on a accès également aux différentes banques, pour pas les nommer BNP, Belfius, ING, etc. Ça nous permet également de faire des dossiers avec des très très bonnes conditions et de tout à fait agressifs. Mais ça nous permet également, au niveau du courtage, d'aller chercher des solutions pour vraiment faire en sorte de présenter le dossier au niveau de l'organisme financier. C'est notre métier, on ne fait que ça. Et ça nous permet vraiment d'arriver avec des produits de solution, même si finalement, même dans les produits de solution, on arrive à des conditions tout à fait intéressantes également. Ok. Si on en revient finalement à tes deux critères, hein, quotité et garantie, et mensualité plutôt, comment est-ce que ces deux critères mis ensemble vont déterminer le taux d'intérêt et comment est-ce qu'on peut savoir finalement à quel taux on va être cuisiné en 2025? Alors, une bonne question, effectivement, à partir du moment où ces deux critères sont dans le vert, hein, j'ai expliqué Mhm. le fameux jargon, une bonne quotité, donc ça veut dire qu'on a un apport de fonds propres, une bonne garantie, on va diminuer largement en dessous des 70%, en général, c'est là que vous avez les meilleures conditions. Et au niveau du taux d'endettement, si vous êtes en dessous des 40%, à ce moment-là, vous allez chercher la quintessence au niveau des taux, D'accord. qui nous permet vraiment, disons, de concurrencer les grandes banques et de proposer quelque chose, un plan financier tout à fait intéressant. Donc, 40% taux d'endettement, 70% de quotité permet vraiment d'avoir des conditions tout à fait intéressantes. On peut parler déjà de chiffres un peu. On est Oui. à combien plus ou moins Mais là pour en l'instant, 2025, début alors, 2025? début 2025, sur 25 en taux fixe, nous proposons sans aucun problème, à partir du moment où vous êtes à 40% de quotité, dans les alentours de 70, 75, 70% de quotité et 40% de taux d'endettement, on propose pour l'instant un 2,79, 2,89 en fonction du PEB, on va certainement en parler tout à l'heure, Ok. qui permet d'arriver à des mensualités tout à fait intéressantes. On va dire que c'est pratiquement des taux de primo-accédant, mais c'est vrai que ce fameux taux d'endettement moins de 40, plus le fait que vous proposez une quotité intéressante, permet d'avoir des conditions tout à fait excellentes. Donc oui, le rendement maintenant au niveau d'un candidat investisseur est intéressant avec ce type de conditions-là. Ouais. À quel niveau ou dans quelle proportion l'augmentation ou la diminution du taux va impacter les mensualités? Et peut-être que tu as des chiffres à nous proposer pour nous dire, OK, si je passe d'un taux à 2,5 versus à 2,8, à quel point ça va impacter mes mensualités? Donc on a fait un petit tableau pour montrer un petit peu l'impact de ce taux en fonction évidemment de certaines durées.
c'est vrai que les gens sont souvent complètement omnibulés par un taux. Mhm. Alors évidemment, c'est important puisqu'elle va calculer votre mensualité, mais vous pouvez le voir dans mon exemple sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 30 ans, en fonction qu'on ait un taux à 2,5 ou à 4%, c'est quand même une augmentation d'1,5 par rapport au 2,5. On peut voir que l'impact finalement au niveau de la mensualité, certes, c'est une mensualité qui va augmenter de 200 euros, mais finalement, est-ce que les gens qui attendent un taux miracle à moins de 2, comme on l'a connu, vont malheureusement peut-être passer à côté de certains biens intéressants parce que justement ils veulent un nouveau taux, alors que le taux qui est plus cher n'a un impact que minime. Ça veut D'accord. dire qu'on est ici, je l'ai montré, sur 300 000 euros sur 10 ans par exemple. Si on passe d'un taux de 2,5 à 4%, on a une différence de 200 euros. Alors certes, 200 euros, c'est un bon resto, un très bon Mhm. resto Mhm. sur le mois, mais quelque part, est-ce que les gens doivent se dire non, je ne vais pas acheter un bien parce que les taux sont hauts? Non. Je pense que le taux est important, évidemment, au niveau du calcul de la mensualité, mais ne doit pas être l'élément décideur pour pouvoir faire un crédit, pour pouvoir faire une acquisition. Je pense que c'est plutôt par rapport à l'apport de fonds propres, par rapport au niveau de vie, voir un petit peu ce qu'il en est, voir également au niveau des assurances qui sont cross-sellées par rapport au crédit, voir un petit peu ce que ça vous coûte, mais le taux en lui-même est important, on est d'accord, mais il ne doit pas être l'élément décisionnaire. Surtout que c'est sûrement pas toi qui vas me contredire, mais la valeur de 200 euros aujourd'hui ne sera pas aussi importante que dans 5, 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un peu ric-rac. On va peut-être dire adieu à ce bon resto, comme tu le dis, mais potentiellement avec l'indexation automatique des salaires en Belgique, Exact. dans lequel on est très confortable, finalement, ces 200 euros, ils seront de moins en moins lourds pour l'emprunteur. Mais il y a une problématique encore qui est pour moi encore plus importante que finalement cette différenciation de taux, c'est de se dire évidemment la location est extrêmement chère pour l'instant. On se Hmm. rend compte qu'il y a une augmentation des loyers en Belgique. On se rend compte que la pension, pour moi c'est un élément extrêmement important à discuter, la pension est quand même une problématique au niveau de la structure, disons, des pensions en Belgique. Est-ce que l'État va pouvoir assumer les pensions plus tard? Est-ce qu'on aura la moitié? Est-ce qu'on aura la totalité? Est-ce qu'on a zéro? Donc finalement, être propriétaire à l'heure actuelle est vraiment extrêmement important pour avoir une pérennité de vie. Se dire, OK, ça c'est au moins quelque chose qui est à moi et que finalement, je vais pouvoir compenser avec ma pension la partie que j'ai besoin pour garder une bonne stabilité de vie. Mais si on n'est pas propriétaire, malheureusement, ça amène quand même une problématique de se dire que je dois payer mon loyer, plus cette forme de pérennité de vie pour pouvoir avoir une vie décente. Donc c'est quand même quelque chose que je pense que les gens sont conscients de plus en plus, qu'effectivement le taux est important, mais surtout devenir propriétaire pour moi les plus. Super. Écoute, très clair. On peut peut-être surfer sur la PEB, hein, comme tu le Ouais. disais, ça va avoir un impact ou ça a déjà un impact sur les taux. Tu peux me dire dans quelle Ouais. mesure? C'est vrai que le PEB, quand c'est arrivé il y a une dizaine d'années, on souriait tous un petit peu, on se dit, tiens, le PEB, c'est quoi cette mesure? Une formalité Une administrative formalité de plus. administrative, qu'est-ce qu'on nous fait chier, désolé de dire ça, mais qu'est-ce qu'on nous embête avec ça? Fort d'être constaté, avec bien évidemment l'inflation et certainement l'inflation énergétique, que, on s'est rendu compte que finalement le côté énergivore des habitations commençait à devenir une problématique. Hein, on a tous eu cette réaction de se dire, tiens, est-ce que j'ai un coût, enfin je veux dire une facture fixe au niveau de mon énergie, Mhm. ou est-ce que j'ai quelque chose de variable? On a tous été plus ou moins interpellés par rapport à cette pression de la facture énergétique. Oui, et puis il y a Euh, l'obligation finalement de rénovation qui va voilà. se poser sur les épaules du propriétaire d'ici 2033. C'est dans 8 ans, 2033. Donc c'est vrai que les gens ont commencé à s'intéresser à ce fameux PEB, plus évidemment le pacte vert au niveau de l'Europe Mhm. et les régions qui mettent une pression, hein, que ce soit bruxelloise, que ce soit flamande ou wallonne. Hein. Exemple à Bruxelles, on en discutait là tout à l'heure en off, que effectivement à partir de 2033, on va devoir vachement faire en sorte d'améliorer les PEB, puisqu'il y a deux lettres qui vont tomber, hein, les plus mauvaises. On sait qu'en 2045, ce sera encore deux lettres. On sait qu'en 2030, le PEB sera obligatoire, même si vous ne vendez pas votre bien. Le certificat, tu veux Le dire. certificat, Ouais. tout à fait. Mhm. Il faudra faire en sorte, évidemment, de montrer patte blanche au niveau des régions. Donc le PEB est très important à l'heure actuelle. Et au niveau des organismes financiers, il faut savoir que la Banque nationale, par exemple, met une pression pour faire en sorte qu'il y ait une rénovation de ce parc immobilier belge. Et donc, il y a des incitants, hein, que ce soit au niveau des subsides de l'État, mais également au niveau des taux. Effectivement, quand votre PEB est mauvais,
malheureusement, ça peut être également scorer négativement au niveau de l'organisme financier, d'arriver à une augmentation de taux, ou tout simplement on laisse le même taux, mais par une réduction de taux lorsque le PEB est bon. Donc en fonction des organismes financiers avec lesquels on va travailler, il peut avoir une incidence positive pour, entre guillemets, les très bons PEB, ou inversement une situation négative lorsque le PEB est mauvais. Donc les organismes financiers sont très ouvertes maintenant à rentrer avec des solutions de crédit, de rénovation, que ce soit par rapport à des crédits existants ou que ce soit tout simplement des acquisitions dans lesquelles on va octroyer un montant de crédit. Tu veux dire par là que si j'ai un bien avec un PEB F et G, potentiellement j'aurai un taux moins important que si j'arrive avec un taux de A, B, C. Et là, finalement, la banque, la même banque, va m'octroyer un taux différent. Alors, chez WeLink, on travaille évidemment avec beaucoup d'organismes financiers qui nous Mhm. permettent vraiment de regarder, de monter les dossiers et puis voir finalement quel est le meilleur organisme financier avec lequel on va travailler. Mais il est évident que les organismes financiers, d'une manière, on va dire, générale, lorsque le PEB est mauvais, effectivement, vous risquez d'avoir une augmentation de taux. Il y a un organisme financier qui est très connu, hein, puisque, pour pas le nommer Record, par exemple, qui incite maintenant les candidats acquéreurs de faire les rénovations. Donc, ils augmentent leur taux de base en leur disant, si vous faites les travaux en ayant les 5 ans, je vais réduire ensuite le crédit lorsque vous m'aurez prouvé que les travaux auront bien été réalisés. D'accord, c'est vrai que j'ai entendu parler du fait que la banque pouvait imposer une enveloppe budgétaire pour rénover un bien, pour le faire passer d'un PEBG à un PEBE, par exemple. Tout à fait. Donc, d'une manière, évidemment, c'est compliqué de parler d'un organisme financier, mais Mhm. pour vous donner un exemple, par exemple, un organisme avec lequel on travaille beaucoup, tous les biens qui dépassent 700, eh bien, la rénovation est imposée. Par exemple, lorsque vous êtes multipropriétaire, tous les biens qui sont au-dessus de 400, la rénovation est imposée. Là, en l'occurrence, c'est Record. Tu parles de kilowattheure ou tu parles de... Kilowatts, pardon. D'accord, Les ok, kilowattheures, ouais, pardon, ok. excusez-moi. Mhm. Les kilowattheures qui sont un petit peu différents en fonction des régions et les D'accord, lettres aussi, c'est ouais. toujours un petit peu problématique. Mais il est vrai que, par exemple, pour pas les nommer, Record, qui est un des gros acteurs au niveau des candidats investisseurs au niveau du marché belge, Record, par exemple, impose des rénovations à partir du moment où votre kilowatt est au-dessus de 400, lorsque vous êtes 300 lorsque vous êtes un investisseur ou 400 lorsque vous êtes un primo-accédant. D'accord, donc avec des distinctions en fonction des Oui, investisseurs, en fonction tout à fait. des propriétaires occupants. Voilà. D'accord. Donc, ce qui est certain, c'est que le PEB rentre vraiment complètement Mhm. dans la philosophie bancaire, puisqu'il y a cette pression au niveau régional, mais certainement au niveau du pacte vert, où on a vraiment un besoin de rénovation de ce parc immobilier belge. Je crois que c'est une bonne chose, sachant que finalement 10, 15, 20, 30 000 euros, pour les gens, ça représente un montant, mais quelque part, pouvoir les intégrer dans un crédit hypothécaire et finalement les lisser sur une longue durée, c'est quelque chose qui ne semble pas. Oui, tout Voilà. à fait. Par exemple, si on veut parler chiffres, hein, si on prend ces 40 000 euros ou 30 000 euros de rénovation pour son bien, tu sais combien ça impacterait les mensualités? Pour donner un exemple, par exemple, sur une durée de 20 ans, 50 000 euros, dans les alentours de 280 euros plus ou moins, en fonction des conditions qu'on va pouvoir vous octroyer. Pour vous donner un autre exemple, à partir du moment où vous voulez rénover quelque chose, mais qui ne passe pas par un crédit hypothécaire, soit initial, soit une reprise d'encours, soit une garantie complémentaire qu'on prend sur le bien, mais qu'on passe plutôt par un prêt à tempérament, hein, parce que c'est très à la mode également. Mhm. Hein, monsieur et madame sont déjà propriétaires, ils ont leur crédit, ils disent tiens, je vais rénover ma toiture, comment est-ce que je vais faire pour financer ma toiture? Effectivement, ben, souvent ils vont passer par un prêt à tempérament. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas la notion qu'ils peuvent refaire une reprise d'encours, ils ne Mhm. sont peut-être pas au courant que l'organisme financier est totalement ouvert, éventuellement à leur prêter sur base de l'inscription hypothécaire qu'ils ont déjà. Donc, ils passent par un prêt à tempérament et là, on passe du simple au double. Pourquoi? Parce que la durée est beaucoup plus courte. La sûreté, il n'y en a pas puisque c'est un prêt à tempérament et le taux est pratiquement au double aussi. Donc moi, j'invite vraiment les gens à consulter leur organisme financier ou WeLink. Mhm. On permettra de regarder un petit peu ce qu'il y a moyen de faire, soit en reprise en cours, soit en garantie complémentaire sur un bien, soit éventuellement en prêt à tempérament. Mais ce qui est certain, c'est que les prêts à tempérament et les crédits de rénovation sont vraiment pour l'instant quelque chose qu'on fait beaucoup. D'accord, ok. Et tu l'as un peu teasé, rapidement, en quelques mots, une reprise en cours, c'est quoi exactement? Alors une reprise en cours, vous savez, quand un organisme financier prend une hypothèque, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un crédit hypothécaire, c'est un crédit qui est lié à une hypothèque, l'organisme financier prend une sûreté de 30 ans.
D'accord. Et Dans donc, tous les cas. dans tous les cas. En tout Même cas, si ton crédit fait 20, tout à 25, fait. 30, 50. La OK. durée prend 30 ans. Voilà, c'était au niveau des conservateurs des hypothèques, c'est quelque chose qui se fait d'une manière logique avec votre notaire. Le fait est, c'est qu'à partir du moment où on fait un crédit de 20 ans, après 10 ans, bien, il est évident que vous avez amorti une partie du crédit, donc vous Mmh. avez remboursé du capital. Et ce montant, finalement, qui a été remboursé, il est disponible. C'est ce qu'on appelle la reprise en cours, qui peut être réutilisée pour un but, par exemple, immobilier, que ce soit une rénovation ou pour une acquisition. Donc, puisque la garantie, la sûreté est existante. Voilà. Il faut D'accord. savoir également, par exemple, si vous faites un crédit de 10 ans, votre crédit effectivement dure en hypothèque sur 30 ans, ben 15 ans après, vous pourriez éventuellement revenir dans votre organisme financier pour refaire une reprise en cours par rapport au crédit existant et d'éviter finalement ces frais de notaire, puisque l'inscription hypothécaire amène un acte de crédit qui peut être assez lourd au niveau financier, puisqu'il faut le payer. Donc une reprise en cours amène au fait de réutiliser finalement cette valeur qui a été amortie sans devoir repasser par le Tout à notaire, fait. sans créer un nouveau acte de crédit. C'est Tout bien à ça? fait. Donc OK. la reprise en cours permet vraiment cette reprise de montant que vous avez déjà finalement amorti aux conditions du moment. Ce que vous allez juste payer, c'est les frais de dossier au niveau de l'organisme financier. Maintenant, attention, hein, j'ai fait le calcul hier justement pour un client. De temps en temps, l'organisme financier est un peu plus frileux ou alors vous allez dépasser l'inscription hypothécaire, va peut-être demander un mandat qui nécessite également de l'argent. Et de temps en temps, évidemment, ça peut être même plus intéressant de faire un prêt à tempérament puisqu'il n'y a pas ces frais au niveau disons, des frais de notaire. Et donc, il faut toujours comparer les deux solutions. La D'accord. reprise en cours, évidemment, à partir du moment où vous pouvez utiliser la totalité du montant, est économiquement très intéressante. Mais si, pour différentes raisons, vous n'avez pas toujours les factures ou il y a des choses qui sont un peu plus problématiques, le prêt à tempérament de rénovation est très intéressant également. D'accord. OK, super clair. On peut peut-être faire le tour des différents types de crédits Oui. qui existent, hein, parce que de manière générale, monsieur, madame, tout le monde, ils ont toujours pensé en fonction de remboursement des intérêts et du capital, mais il existe pas mal d'autres formules qui peuvent être intéressantes, surtout dans le cadre d'un investissement immobilier. Mais pas spécialement Pas que dans le spécialement, cadre ok. d'un investissement. Je pense que ce métier a été complètement en évolution. C'est vrai que le crédit hypothécaire classique, on l'appelle le crédit amortissable ou le crédit à mensualité constante, est un crédit où on rembourse au début beaucoup d'intérêts. Mhm. Et au fur et à mesure de l'évolution du temps, vous allez rembourser de plus en plus de capital et de moins en moins d'intérêts. C'est ce qu'on appelle le crédit amortissable, qui est dans 80% du temps proposé aux candidats emprunteurs. Mais c'est vrai qu'avec les solutions de financement, l'ouverture totale par rapport même au marché, disons, euh, européen, on se rend compte qu'il y a des solutions qui sont arrivées également en Belgique, comme par exemple le crédit Bullet, qui est un crédit qui est très très utilisé au niveau des candidats investisseurs, puisque c'est un crédit où vous ne payez que de l'intérêt. Et le capital est remboursé à la fin du crédit en fonction de la durée, bien évidemment. Ça permet tout simplement d'alléger la pression au niveau de la mensualité, puisque vous ne remboursez pas de capital pendant toute la durée. Ce n'est pas un crédit qui est accessible à tout le monde, mais c'est un crédit qui peut être souscrit à partir du moment où vous avez les garanties, le profil qui peut évidemment vous donner la possibilité de l'avoir. Il y a un autre crédit, par exemple, qui fait fureur pour l'instant. C'est le crédit qu'on appelle dans le jargon crescendo. C'est un crédit qui évolue tous les 5 ans, qui permet vraiment de suivre l'évolution de carrière des différentes personnes. Exemple, le couple qui a des enfants en bas âge et un enfant à la crèche. On sait très bien qu'au début de l'activité, on n'a pas toujours les rémunérations qui sont en fonction de l'évolution de carrière. Oui, tout Et simplement le jeune professionnel qui gagne qui moins commence. qu'après 20 ans de carrière. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui a moins de capacité de remboursement au niveau de ses rémunérations et qui sait qu'il y a un horizon intéressant, ou qui a par exemple des charges importantes pendant un certain temps, on peut vraiment calquer une mensualité en fonction de son évolution de vie. Ce qu'on D'accord. appelle les crédits évolutifs. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour les jeunes, parce que quelque part, ils n'ont pas envie d'avoir cette pression financière dès le départ, sachant également qu'un crédit, en règle générale, est refinancé tous les 8 ans. En tout cas, ça peut être une solution à court terme ou à long terme. Donc, ça permet d'être tout simplement créatif au niveau de ces crédits-là. Ok. Taux fixe, taux variable? Alors, c'est une question qu'on me pose pratiquement tous les jours. J'imagine. Du coup, je te la pose aussi. Voilà, disons que le Belge, par nature, est extrêmement lié au taux fixe. Mhm. Il aime Euh, la stabilité, non, le Belge? Il aime la stabilité, il y a une sorte de vision de sécurité. Mhm. Personnellement, avant de faire ce métier, j'étais également extrêmement attiré par le taux fixe. D'ailleurs, j'ai fait un taux fixe Mhm. pour ma première acquisition. Il faut savoir que le taux variable, c'est un produit de moment.
Est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, oui ou non, c'est intéressant de faire du taux variable? Je vous dirais oui, et même un Aujourd'hui, en 2025? actuellement, oui, Ok, et un grand oui, tout simplement parce qu'on peut voir, par exemple, dans le tableau que je vous présente, que les indices qui donnent justement cette variabilité, qui donneront cette variabilité dans 5 ans, sont extrêmement hauts. Ils sont même historiquement hauts. c'est quoi Donc, ces indices alors, ce globalement? sont ce qu'on appelle dans le jargon financier les YOLO à 5 ans. Par exemple, lorsqu'on prend un taux variable tous les 5 ans, il faut savoir que ce taux est dans l'entour de 2,90, 2,80 pour l'instant. Et ce taux qui est extrêmement, historiquement haut et extrêmement haut, c'est lui qui va décider de la variabilité de votre taux basique dans 5 ans. Je vous donne un D'accord. exemple. Si dans 5 ans, l'indice HOLO est extrêmement bas, hein, proche de zéro, eh bien, la différence entre votre taux actuel, je le répète, qui est extrêmement haut par rapport au taux qui est extrêmement bas dans 5 ans, vous donnera cette différence qui sera déduite de vos taux actuels. Donc, à partir du moment où l'OLO, donc cet indice, hein, l'OLO à 5 ans est extrêmement haut, on va dire qu'on a de bonnes chances d'avoir dans 5 ans quand même une diminution de cet indice-là. Sachant que, et je le montre dans le graphique, que depuis maintenant 2 ans, cet indice est historiquement haut. Et on peut regarder depuis maintenant une dizaine d'années, hein, depuis 2015, 2016, comme vous pourrez le constater, cet indice a été entre zéro et était même négatif. Et donc cet impact-là peut être extrêmement intéressant pour les candidats qui ont envie, disons, de prendre un mini-risque. Pour moi, c'est un mini-risque parce que, comme il est historiquement haut, la probabilité, même si on n'aime pas parler de probabilité en économie, serait quand même dans 5 ans d'avoir un bel effet négatif au niveau de votre taux. Donc votre taux de 3,5 ou de 4 ou de 2,5 aura vraiment un impact. Enfin, cet taux-là aura un impact de diminution sur votre taux. On a certainement tous entendu parler des gens qui ont un taux variable et qui se retrouvaient avec un taux à zéro, tout simplement parce qu'ils ont pris un taux variable au bon moment. D'accord. A contrario, j'aurais déconseillé, je déconseillais d'ailleurs il y a 2 ans, de prendre un taux variable. Pourquoi? Parce que ce fameux indice était historiquement bas. D'accord. Et donc, à ce moment-là, l'impact d'un nouveau taux au lot haut pourrait évidemment être assez dramatique pour certaines familles. J'ai énormément de gens qui viennent régulièrement me voir pour me dire, tiens, j'ai pris un taux variable il y a 5 ans, où là, évidemment, il y avait une sorte de pression au niveau de Lolo. Lolo est assez haut. Et comme Lolo maintenant est très très haut, évidemment, cette différence se rajoute à son taux basique de l'époque, qui donne malheureusement des taux qui peuvent aller jusqu'à 6-7%. Et donc ces gens-là sont obligés, bien évidemment, au niveau de cette pression financière, de De refinancer. refinancer, ok. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est un maître produit. Ok, d'accord. Arrête-moi si je me trompe, mais en Belgique, on est quand même aussi assez protégé puisque notre taux variable ne peut maximum que doubler et augmenter de 1% par an, hein. Donc, c'est quand même des sécurités par rapport, je pense, aux États-Unis où là, parfois, on arrive à des situations très problématiques, hein. Oui, je le dis souvent, hein, il y a des lois en Belgique, la loi 2016 et d'après, qui permettent d'avoir vraiment un cadre qui est extrêmement bien fourni et qui protège le consommateur par rapport aux banques, il y a vraiment un contrat cadre qui est utilisé par le notaire. On passe par le notaire lorsqu'on fait un crédit hypothécaire, puisqu'il y a un acte de crédit avec quelque chose qui est très bien légiféré, avec des clauses qui sont les mêmes pour tous les organismes financiers. C'est vrai que le taux variable, on est souvent capé. Par exemple, la première année, un taux ne peut pas doubler, faire plus que doubler, ou par rapport au fait qu'on puisse prendre seulement qu'1%. Ce sont tous des éléments qui permettent de protéger quand même assez fortement le consommateur, plus le fait que le candidat emprunteur se rend compte que finalement, euh, la- le fait d'avoir un taux qui peut vachement augmenter lui laisse quand même toujours une porte ouverte pour éventuellement aller refinancer ailleurs, puisque ce refinancement, c'est un petit peu aussi le sport national en Belgique, puisque le refinancement est souvent utilisé lorsque, par exemple, il y a une différenciation de 1% entre votre ancien taux et votre nouveau taux. Donc, pas de panique, même si vous avez un taux variable et qu'effectivement vous avez une pression au niveau de ce taux, parce que justement votre taux a augmenté, il y a toujours des solutions. Soit d'avoir une négociation au niveau de votre banque, soit de rallonger la durée, soit éventuellement le refinancer. Donc, euh, donc oui, on est totalement protégé, à contrario des pays limitrophes, hein, comme l'Angleterre ou la Hollande, où le taux variable est très très populaire. Et là, effectivement, ils ne sont pas spécialement capés. Et donc là, ça peut partir effectivement complètement
en dinguerie, hein, si je peux dire ça Mhm. comme ça, et d'arriver à des taux complètement fous. Non, non, en Belgique, en général, non pas en général, d'une manière systématique, ils sont capés. Alors, des fois, c'est un cap de 2, des fois, c'est un cap de Ah 5. oui, donc c'est variable. Voilà, donc pour les taux variables, mais effectivement, de toute façon, un taux ne peut jamais faire plus que doubler. Parfait. On l'a vu apparaître en 2024, des crédits de 30 voire 40 ans afin de réduire les mensualités et du coup rendre l'accès à la propriété, qui était certes complexifié avec l'augmentation des taux pour le primo-acquéreur de nouveau. C'est un produit que toi tu préconises, que tu encourages ou pas spécialement? Alors moi, je veux parler pour mes convictions personnelles. Il existe effectivement, bon, on voit des crédits arriver sur 30 ans que je peux proposer, voire même 40 ans. Mais évidemment, quand on fait un plan financier, on regarde surtout un petit peu le coût du crédit. On se rend compte les conditions à 30 ans, voire à 40 ans, quand on prend la somme de toutes les mensualités sur 30 ans, voire 40 ans, explosent par rapport à des crédits sur 20 ou 25 ans. Mhm. Moi, personnellement, je préconise plutôt donc des solutions de limiter un petit peu l'impact de la mensualité grâce à du bullet ou éventuellement des produits tels que le crescendo, plutôt qu'aller sur des crédits long terme. Maintenant, à partir du moment où vous avez un horizon et vous voulez dormir sur vos deux oreilles, effectivement, on peut proposer du 30 ans. 40 ans, c'est extrêmement rare. Et je vais vous dire franchement, du 30 ans, c'est peut-être 2, 3 par an dans mon chef. Donc, mais c'est vrai que ça existe. Il faut savoir, par exemple, dans les pays, pour pas les nommer, l'Angleterre par exemple, ils font des crédits sur plusieurs générations. Et effectivement, là, on dépasse complètement les durées, tout simplement parce que les biens immobiliers sont complètement hors de prix. Les taux d'intérêt sont plus ou moins sensibles, mais pour pouvoir vraiment avoir un accès à la propriété, on est obligé de faire des dossiers sur des durées. Donc, enfin, ils sont obligés, parce qu'on n'a rien à voir avec eux, sur des dossiers avec des durées complètement dingues et insensées. Donc, moi, personnellement, je ne le préconise pas, mais c'est tout à fait possible et envisageable. Quand je t'écoute faire le tour de l'Europe des crédits comme ça, je me dis qu'on est bien lotis en Belgique, non? Oui, 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 franchement, parce qu'on fait évidemment des crédits pour des acquisitions, pour des biens à l'étranger. C'est vrai que souvent, notre clientèle, lorsqu'on veut acheter une seconde résidence en Espagne ou en France, font appel de temps en temps à des organismes financiers locaux, mais souvent, ils reviennent vers nous, tout Ah oui. simplement parce que euh, c'est plus fluide. C'est moins impactant au niveau des documents. En Belgique, effectivement, quand on monte un dossier, bon, c'est un petit peu plus rigoureux qu'avant, mais c'est quand même assez fluide et basé sur des concepts vraiment bien identifiables. Les taux sont quand même encore assez intéressants également, puisqu'on peut, pour certains profils, aller chercher des bonnes choses. Hein, pour ne pas les nommer, l'Espagne, par exemple, les taux ils sont 2% au-dessus des nôtres, pour l'instant, avec des besoins de garantie vraiment beaucoup plus importants ou des fonds propres. Nous, non, en Belgique, par exemple, on peut financer un bien en Espagne sans trop de problèmes, sans fonds propres, tout simplement à partir du moment où on peut prendre une garantie d'un bien existant en Belgique. Euh, de préférence en premier rang, bien évidemment, mais ça ne pose vraiment aucun problème à partir du moment où il s'agit d'une acquisition au sein de l'Europe. Voilà. Petit aparté, mais du coup, c'est lié à quoi le fait que la Belgique soit à ce point-là protégée au niveau de ses taux? Tu disais, oui, on a des taux à 2%, enfin 2 points De- en moyenne par rapport à l'Espagne. C'est lié à quoi? Bah, tout ça, c'est une question d'économie, c'est une question de Banque nationale. Il faut savoir que la volonté d'avoir un taux bas, ça plaît à tout le monde, hein. Ça permet de relancer Bien une sûr. économie, ça permet d'avoir aussi un impact au niveau, disons, du pouvoir d'achat. Et donc, comme l'immobilier est extrêmement important pour, on va dire, le consommateur immobilier belge, je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que ces taux restent relativement intéressants. La marge des banques est assez faible en Belgique, hein, puisque finalement, on va dire, par rapport au prix de l'argent, ils prennent une petite marge pour dire que, mais c'est surtout sur les produits annexes qui vont faire en D'accord. sorte d'essayer de gagner leur vie. C'est un prix Voilà. d'appel en fait, hein. C'est un prix d'appel parce qu'évidemment, le Belge a une relation particulière avec l'immobilier et donc on ne peut pas, en Belgique en tout cas, arriver à des taux trop importants. D'abord, le Belge ne sera pas content hein, puisqu'il aime bien acheter. Hein. On voit bien que d'une manière générale, chaque Belge essaie quand même d'être propriétaire de son habitation, plus éventuellement un bien d'investissement. Euh, le marché belge est vraiment extrêmement intéressant et alors je vous dirais même plus, avec ces fameux intérêts ordinaires que j'essaye d'un petit peu expliquer, ben, il y a même des compensations pour faire en sorte, tant que ça existe en tout cas encore, permettre de donc compenser cet impact au niveau des revenus cadastraux. Les revenus locatifs ne sont pas taxés. Donc le marché belge est vraiment très prolifique à l'acquisition immobilière et le prix de l'immobilier est relativement intéressant. Quand on compare avec nos voisins parisiens, amsterdamiens, berlinois, effectivement, c'est quand même très intéressant. Mais là, je vais prendre ma casquette disons, d'amoureux de l'immobilier. On se rend Mhm. compte que la Belgique, c'est vrai qu'en 2023, il y a une forme
de stabilisation par rapport à la plus-value qu'on attend hein, tous chaque année au niveau de l'immobilier. Mais on n'a pas eu de diminution, contrairement à la France où c'est totalement catastrophique, ou l'Allemagne où on se rend bien compte que l'immobilier prend un coup. En Belgique, on est resté relativement flat. Moi, je peux vous donner la raison tout simplement parce qu'une grosse partie du parc immobilier belge est détenue par les gens qui y vivent. Donc, les gens qui ont des velléités d'acheter un autre bien et de vendre leur bien, si le marché n'est pas bon ou le taux des crédits hypothécaires sont trop hauts, ben, ils restent dans leur maison. Oui, Donc, quelque sauf part, une sorte de... exception, style divorce, déménagement, etc. Mais sinon, a Il y priori. a toujours une activité Mhm. immobilière pour les primo-accédants, mais c'est vrai il y a une forme de sécurité au niveau du prix des biens immobiliers en Belgique qui est assez phénoménale. Il y a peu de volatilité, hein. D'ailleurs, les économistes disent que cette année-ci, avec les changements au niveau des droits d'enregistrement qui sont dingues au niveau de Wallon et également en Flandre, on diminue de 3 à 2%, plus l'abattement au niveau bruxellois qui existe depuis maintenant quelques années, ça permet vraiment d'avoir cette espérance d'avoir une augmentation disons, du prix de l'immobilier parce que les gens, les candidats acheteurs, certainement les primo-accédants sont là, mais également les investisseurs puisque les taux sont assez sympas au niveau de la rentabilité, ils sont nouveau là. Voilà. Ok. Tu as parlé pas mal de refinancement. Est-ce que tu nous réexpliques un petit peu le concept de refinancer son crédit, renégocier auprès de sa banque hein, son crédit et puis peut-être aborder le fait que est-ce que c'est intéressant aujourd'hui pour quelqu'un qui a acheté il y a moins de 5 ans de refinancer son crédit? Bonne question. C'est vrai qu'en 2021 et 2022, je pense que la moitié de notre activité, c'était le refinancement. Tout D'accord. simplement parce que les gens avaient un taux haut et vu les taux qui étaient Donc, historiquement bas. globalement, c'est quoi le refinancement pour ceux qui ne Alors, sont pas encore au courant? le refinancement, c'est simplement racheter donc son crédit au niveau de son organisme financier pour bénéficier d'une meilleure condition tarifaire et donc de payer moins cher sur toute la durée restante du crédit. Donc, D'accord. exemple, monsieur et madame ont acheté un crédit, ont fait un crédit, pardon, il y a 5 ans, à un taux de 5%. Ils ont déjà amorti une partie de leur bien d'habitation. Il y a une plus-value. Et bien, leur taux n'étant pas le taux du marché, ils peuvent partir de leur banque et négocier avec un nouvel organisme financier pour avoir une meilleure mensualité sur la même durée restante. En règle générale, il y a un calcul assez simpliste qui dit il faut au moins une différence de 1% entre l'ancien taux et les nouveaux taux. Pourquoi? Parce qu'on va évidemment le fait de repartir dans un nouvel organisme financier va engendrer des frais qu'on appelle les frais de refinancement puisqu'on va devoir repasser chez le notaire. Donc 1% de différence et que la durée restante est d'au moins 10 ans. Voilà. D'accord. 1%, 10 ans. Effectivement, c'est intéressant de faire le tour de marché et de Check, voir. check. Et Check. du coup, c'est toujours dans une banque différente ou ça peut se faire dans sa même banque? Alors la négociation peut se faire dans la même banque, mais ils sont frileux puisque finalement, bah, leurs Ils s'en foutent. conditions, ils s'en foutent un peu puisque quelque part ceux qui partent, bah, ils vont négocier ceux qui rentrent, et donc quelque part, c'est pas vraiment le but d'un organisme financier d'accepter de revoir leurs conditions, sauf cas hyper intéressant pour eux par rapport au client qui est un client VIP avec des plans d'action ou simplement un profil qu'ils veulent absolument garder. Donc, je te résume. On regarde son taux sur lequel on a fait son crédit il y a quelques années potentiellement. Et on se dit, OK, aujourd'hui, les taux, ils sont entre 2,5 et 3,5, tu l'as dit. Si j'ai un taux qui est plus élevé de 1%, alors ça vaut la peine d'aller faire le tour des banques à nouveau pour voir Ouais, quelles conditions je ouais. pourrais avoir. Je vais être un peu chauvin, je dirais venez chez nous, puisqu'on va faire Ouais. le tour des banques pour vous, donc chez WeLink. Donc c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où vous avez 1% de différence, c'est Mhm. vrai qu'il faut rester attentif par rapport un petit peu au taux du marché. Je vous dirais qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'en 2020, 2021, 2022, bah, tous ces gens-là ont déjà refinancé, en tout cas j'espère pour eux. C'est vrai qu'en 2023, 2024, les taux étaient plus hauts. Il y a une petite stabilisation maintenant, une petite diminution. Effectivement, lorsqu'il y a 1%, effectivement, ça vaut la peine de s'y intéresser. On le fera le boulot pour eux pour voir si c'est intéressant, en calculant le plan financier, en intégrant bien évidemment les frais de notaire et en voyant quel impact sera au niveau de la mensualité. Parce que le but, c'est évidemment, il doit avoir un intérêt économique de partir, c'est faire en sorte qu'on paye moins. Alors en général, pour 10 euros, les gens ne vont pas faire parce qu'il y a il y a quand même pas mal d'administratifs à faire et finalement, ils n'ont pas toujours envie de le faire pour si peu. Mais lorsqu'il y a un montant assez intéressant, effectivement, je conseille aux gens de le faire, sachant qu'en général, la durée de vie d'un crédit, alors c'est pas tout le temps, est de 8 ans. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on refinance ou on sépare ou on vend. Donc en général, c'est 8 ans la durée de vie d'un crédit. Ok, super. Avant de clôturer, on va faire un petit jeu. Je te partage quelques clichés qui tournent autour des banques et des crédits hypothécaires et tu me dis si c'est vrai ou c'est faux.
parti. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des moments plus propices... Je vais recommencer. Est-ce qu'il y a des moments plus propices dans l'année pour obtenir un crédit? Ah, c'est une chouette question, ça. Je dirais oui, au début de l'année. Début de l'année, Ouais. c'est pas un mythe, ça. Non, c'est pas un mythe parce que finalement, les enveloppes disponibles pour le crédit hypothécaire bah, sont full. Donc, ça veut dire que les banques ont envie de faire du business, avec qu'ils ont des objectifs. Ça veut dire qu'effectivement, le début de l'année, ben, vous allez chercher des conditions peut-être un peu plus sympas, peut-être une facilité d'obtention de crédit. Après un certain temps, hein, peut-être que l'enveloppe de l'organisme financier avec lequel vous allez travailler sera full. Et donc, ils seront moins enclins à octroyer le crédit, peut-être un petit peu plus dur. Donc, effectivement, au début d'année, c'est mieux. Parfait, on est en février, c'est parti. On peut obtenir des différentes conditions d'une agence à l'autre, même au sein d'un même organisme bancaire. Effectivement, hein, nous par exemple, on a une ligne directe par rapport à des maisons mères, hein, pour pas les nommer les 4 grandes banques, on peut travailler avec eux. Et c'est vrai que nous, comme on négocie un volume énorme, hein, puisque l'année passée, on a fait 350 millions d'euros de crédit. Évidemment, quand on arrive avec un tel potentiel de crédit, les organismes financiers nous donnent des conditions tout à fait exceptionnelles. Et effectivement, nous, au niveau du courtage, de temps en temps, on va chercher des conditions plus sympas que le client dans sa propre banque. Ce qui est assez dingue, mais c'est le cas. Ok. La banque peut imposer un crédit travaux si la PEB est mauvaise. Alors oui, 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 tout à fait, hein. Donc de nouveau, avec cette pression au niveau, disons, des normes énergétiques, la banque, lorsque le PEB est extrêmement mauvais, en général qu'il est au-dessus de 700, voire 400, ça dépend un peu de l'organisme financier, peut imposer des travaux, tout simplement parce que la sûreté qu'elles vont prendre sur le bien immobilier doit être en fonction de leur vision de la sûreté. Donc, quand ils veulent une bonne sûreté, ils veulent un bien qui ne soit pas énergivore, donc ils vont l'imposer. Il y a des organismes financiers qui, lorsque la quotité est très bonne et que le profil est très bon, ils savent que le candidat acquéreur et le candidat emprunteur va faire lui-même les travaux, dont ne vont pas l'imposer. Mais c'est vrai qu'on se rend bien compte de plus en plus que dans les PEB qui sont extrêmement hauts, ils l'imposent de plus en plus. Ok. Il est possible d'utiliser un bien qui n'appartient pas à l'emprunteur en garantie pour un prêt. Alors oui, ça s'appelle dans le jargon l'effet levier, hein. L'effet levier, que ce soit d'un bien personnel qu'on peut utiliser pour acheter un autre bien. Ça, c'est finalement le seul, les candidats investisseurs, hein, que ce soit au niveau immobilier, ben, c'est le seul moyen vraiment d'utiliser ce levier-là, parce que quand on veut, par exemple, on n'a pas de fonds propres pour pouvoir investir dans un produit d'action, par exemple, il n'y a pas d'effet levier ici. Lorsque finalement vous avez un bien qui est libre, vous pouvez utiliser ce bien-là pour acheter un autre bien, mais vous pouvez également utiliser le bien d'un proche. En général, il faut quand même qu'il y ait un lien, disons, filial assez important, papa, maman, sœur, pour justement avoir ces effets de levier. Donc, ces effets de levier, c'est vraiment propre à l'immobilier. Et donc, vous n'avez pas de fonds propres, ok, pas de problème. Vous pourriez éventuellement avoir un bien disponible, familial ou personnel, qui pourrait servir justement pour ces effets de levier. Et ça, c'est quelque chose de totalement dingue au niveau des investisseurs, disons, sur le marché belge, que se dire non, tiens, moi, je ne peux pas rentrer en bourse parce que j'ai pas de fonds. Par contre, j'ai un bien qui est payé, ah ben là, je peux rentrer au niveau de l'investissement immobilier. Super. La banque regarde le comportement bancaire des 3 à 6 derniers mois avant d'accorder un prêt. Alors, votre banque, Ouais. donc c'est vrai que les banques, lorsque vous allez souscrire votre banque au niveau de l'organisme financier, que vous avez vos propres comptes, peut, effectivement, parce que vous signez une demande, donc vous donnez l'autorisation pour que le banquier, l'analyste puisse aller voir. Et effectivement, il pourrait aller voir un petit peu l'évolution au niveau de votre salaire, voir si c'est réellement payé sur votre compte bancaire. C'est vrai qu'au niveau du courtage, c'est un petit peu différent, puisque nous travaillons avec, en fonction de, disons, l'analyse du profil du client, on va travailler avec tel ou tel organisme financier qui n'a pas toujours accès. Il ne peut pas avoir accès finalement à la banque de l'emprunteur. Donc, effectivement, votre propre banque peut aller voir quel est un peu votre comportement, même si ça ne peut pas être utilisé pour vous refuser le dossier, mais ils vont trouver une autre solution pour vous le refuser. D'accord, donc on évite les virées shopping juste avant de demander son crédit, quoi. Est-ce que, une petite dernière, c'est possible d'avoir un crédit sans CDI? Alors, le CDI, c'est comme une base. Hmm. Je vous cache pas que donc si vous voulez être primo-accédant et que vous voulez acheter votre bien de rêve, effectivement, il faut une stabilité d'emploi, hein. Je l'ai marqué dans un des slides. Donc, dans le calcul charge-revenu, il y a 2 éléments finalement. C'est le calcul de vos crédits par rapport à vos revenus, mais il faut une stabilité.
Donc le CDI est extrêmement important et de plus en plus, il faut également maintenant faire en sorte que vous soyez dans l'organisme dans lequel vous travaillez au moins depuis 3 mois, qui permet quand même de prouver que vous êtes là, que ce n'est pas une fiche de salaire qui a été établie par du copinage. Malheureusement, les banques sont extrêmement frileuses, ils font très attention à ça. C'est vrai que pour les gens qui veulent par exemple du 100%, ils veulent une stabilité de 12 mois. D'accord. Il y a certains organismes financiers qui veulent une stabilité de 6 mois. Donc ça dépend un petit peu de votre profil. Mais cette stabilité est extrêmement importante au niveau des capacités de remboursement. Ok, super clair. Bon, du coup, en guise de conclusion, quels seraient pour toi allez, disons, 3 conseils pour améliorer son scoring bancaire pour obtenir des meilleures conditions ici en 2025? Bah, on l'a dit là tout à l'heure, hein, les deux éléments, Mhm. charge revenu et donc quotité. Si évidemment vous êtes à moins de 40% de charge revenu, vous allez chercher quelque chose de très bon. Et si vous êtes à moins de 80%, on va dire, pour un primo-acquéreur, voire moins de 70% pour un candidat investisseur, effectivement, vous allez également chercher des bonnes réductions. Je dirais que maintenant, l'élément supplémentaire, hein, il arrive, il est là, c'est le PEB. À partir du moment où on a un PEB qui est inférieur à 150 kilowatts, voilà, c'est un petit peu, donc qui est plutôt entre A et B. Effectivement, vous pourriez avoir une réduction complémentaire puisque D'accord. les organismes financiers qui prennent cette fameuse sûreté aiment beaucoup les biens qui sont top en PEB. Ok. Et puis peut-être vraiment dernière question avant de clôturer. Quel est, selon toi, et je te laisse prêcher pour ta paroisse, hein, l'avantage de passer par un courtier plutôt qu'un banquier lorsqu'on va essayer de chercher le meilleur crédit hypothécaire possible? Bah, disons que chez Willing Insurance, c'est vrai qu'on a vraiment cette vision de courtage. Le courtage, c'est quoi? C'est d'avant tout la disponibilité. Je pense on a une forme de compréhension du client en l'immobilier qui nous permet vraiment de trouver des chouettes solutions. Mhm. Le courtage financier permet également de pouvoir analyser la totalité du marché, puisque finalement, bah, on ne travaille pas qu'avec une compagnie à l'inverse d'une banque qui travaille finalement avec son propre produit, Ces euh, conditions. ses conditions, ses critères. Donc nous, on peut en fonction du profil du client aller chercher donc, des solutions, aller chercher des taux, des conditions tout à fait exceptionnelles, alors peut-être que sa banque ne pourra pas lui octroyer. Souvent, les gens se disent, tiens, quand on passe par un courtier, c'est plus cher. Non, pas spécialement. Tout simplement parce que maintenant, on arrive vraiment avec des grosses pressions au niveau des banques, hein, au même titre que quand par exemple, vous voulez réserver un avion, bah, c'est rare, vous allez directement voir dans la compagnie, hein, vous allez essayer de regarder un petit peu au niveau de différents comparateurs, mais c'est ce qu'on fait pour vous, parce que malheureusement, il n'y a pas d'accès au niveau des consommateurs. Donc, on va vraiment regarder dans les comparateurs en fonction des différents types de crédits que vous avez besoin, en fonction de votre profil, et on va aller chercher vraiment la quintessence du produit. Donc, non, au niveau du courtage, on n'est pas plus cher que du contraire. Et oui, on va vous chercher quelque chose de solution, une solution qui vous permettra d'arriver vraiment à avoir avoir un bon crédit qui soit vraiment en phase avec vos besoins. Parce que c'est très important, il y a beaucoup de gens, et je le vois beaucoup, hein, les banques leur disent il faut absolument apporter des fonds propres, donc ils vont chercher des fonds propres partout pour arriver à faire cette fameuse quotité de 80% pour aller chercher ce fameux taux qui est 0,2 de moins. Alors non, ne vous mettez pas dans difficulté. Finalement, les 0,2, je l'ai prouvé là tout à l'heure, n'a pas un gros impact au niveau de la mensualité. Nous pouvons vous faire des crédits peut-être à des quotités plus importantes. Nous pouvons augmenter les taux d'endettement. Non, vous ne devez pas prendre des crédits qui ne sont pas en relation avec votre profil. Donc faites en sorte d'analyser, d'en discuter avec un conseiller. Je vous conseille de venir chez nous, puisqu'on est au niveau national, donc il y a toujours un bureau près de chez vous, donc chez Unique Insurance. Et je pense que la solution est beaucoup plus importante que l'obligation que souvent les banquiers vous donnent en disant je veux que vous soyez à tel taux d'endettement, j'ai besoin de cet apport de fonds propres. Non, ne vous laissez pas faire. Voyez et essayez de voir ce qu'on peut faire pour vous au niveau de votre projet qui est finalement un projet de vie. Et on signe pas un crédit pour 2 mois, on signe un crédit pour 20, 25 ans. Donc il faut vraiment qu'on analyse vos besoins pour savoir exactement ce que vous avez, ce qui sera important pour vous et ce qui sera vraiment sur mesure. Oui, besoins actuels et besoins futurs, tu le disais Tout à avec fait. le Crédit Crescendo. Tout à fait. Super. Un petit dernier mot à ajouter ou on a fait le Merci tour? de m'avoir invité. Je suis extrêmement content et j'ai un petit mot. Étant passionné de l'immobilier et de la finance, je pense que c'est le moment. C'est le moment
d'acheter son bien d'habitation pour y résider. Je vois vraiment beaucoup de gens en détresse lorsqu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir être propriétaires. Maintenant, avec 10 000 euros de fonds propres, on peut être propriétaire. Les capacités de remboursement, on peut trouver des solutions pour faire en sorte d'avoir un accès à la propriété grâce à un crédit vraiment intéressant. Euh, on est en perspective 2025 hyper intéressante puisque le marché reste relativement stable. Ce qui nous propose au niveau wallon, flamand, voire bruxellois, au niveau de l'aide à l'accès à un niveau de ces droits d'enregistrement réduits, c'est phénoménal, c'est propre à la Belgique. Donc on doit faire en sorte de l'utiliser. Donc l'immobilier a beaucoup, beaucoup de positifs pour les années à venir. Et des beaux jours à venir ici en 2025. Voilà. Un tout grand merci Didier. Merci Laurie.